surdimensionnement d'une pompe à chaleur, ça fonctionnera pas bien. Votre machine, elle va faire des enclenchements et des arrêts, des enclenchements et des arrêts. D'où notre vérification qu'on fait au moment du contrôle pack système module. Il y a des gens qui disent « Ah non, mais moi, j'aimerais bien ne pas isoler parce que j'ai l'habitude de sécher mon linge dans la chaufferie. » Et là aussi, il y a des règles. Non, un local technique, les conduites doivent être isolées. On doit réserver l'énergie que produit le producteur de chaleur à l'endroit où on veut distribuer la chaleur, c'est-à-dire dans les pièces où on vit, mais pas dans le local technique. Parce que la génération d'avant faisait beaucoup plus de bruit. Si on veut faire du bruit avec une pompe à chaleur, il suffit de mal l'installer. On a malheureusement des cas comme ça. Alors, l'erreur la plus courante que je vois dans un projet PAC, c'est... Bienvenue sur Bloom Talks, le podcast des énergies renouvelables. Je m'appelle Justine Saoudi, je suis fondatrice de la société Bloom for Earth. On installe des pompes à chaleur, des panneaux photovoltaïques en Suisse romande et en France voisine. Ici, on vous donne toutes les clés pour réussir votre projet de transition énergétique. On va parler de pompes à chaleur, de panneaux photovoltaïques, de voitures électriques et tout un tas d'autres sujets pour vous donner toutes les cartes en main pour que vous puissiez réussir vos projets. Aujourd'hui, on va parler de pompes à chaleur avec Philippe Rank, qui est le responsable de l'antenne Romandie du groupement suisse des pompes à chaleur, ou dit autrement GSP. On a eu un échange vraiment passionnant sur les PAC et très instructif en fait pour toute personne qui a un projet d'assainissement de chaufferie par une pompe à chaleur. J'espère que ça vous plaira et je vous souhaite une très bonne écoute. Merci Philippe beaucoup vraiment d'avoir accepté l'invitation. Merci Justine pour l'invitation, c'est un plaisir de pouvoir discuter de tout ça ensemble. J'ai réfléchi un petit peu à qui pouvait mieux parler que toi des pompes à chaleur. Je trouvais personne et t'es la première personne à qui j'ai pensé. Je me suis dit, il faut absolument que Philippe vienne pour ce premier épisode. Donc vraiment trop cool. Ça met la pression. Hein, t'as la pression mais c'est bien. On va essayer non, mais tu vas voir, ça va être détente. D'être précis, concis et informatif. Ça, franchement, je ne doute pas 2 secondes que tu vas apporter énormément de valeur pour nos auditeurs. Du coup, présente-toi. Qui es-tu, Philippe ? Pourquoi nous, installateurs, pour nous, installateurs, tu es quelqu'un d'important. Oui, alors effectivement, donc moi-même, Philippe Rank, je représente le groupement professionnel suisse pour les pompes à chaleur, pour la Suisse romande. On va l'appeler par son petit nom, parce que c'est un peu long. Groupement professionnel suisse pour les pompes à chaleur, on va l'appeler GSP. Mm-hmm. C'est beaucoup plus simple, comme ça tout le monde est au courant, c'est l'acronyme. Qu'est-ce que c'est que le GSP ? Finalement, c'est l'organisation faîtière en matière de pompe à chaleur en Suisse, qui est structurée, comme beaucoup de choses en Suisse, par région linguistique. Et en Suisse romande, on est une petite équipe à collaborer autour du GSP. Et moi, je suis son représentant, son digne et petit représentant, l'icône sexy de la PAC en Suisse romande. Voilà. pour faire un peu humoristique. Et je pense que c'est à ce titre-là que tu m'invites aujourd'hui sur ce podcast. Tout à fait. Quel est ton parcours déjà en fait ? Est-ce que la pompe à chaleur, ça a toujours été un petit peu ton cheval de bataille ? Est-ce que, en fait, vraiment, raconte-nous un peu pourquoi t'en es arrivé là et pourquoi tu t'investis en fait tellement au sein du GSP, quoi. Ouais. Parce que clairement, tu es partout. Alors. Je ne sais pas si je suis partout. J'essaie de faire en sorte que le GSP soit le plus visible possible. On aura, je pense, encore l'occasion d'en discuter parce que c'est relativement important que finalement on ait un organisme neutre qui apparaisse et qui soit visible. Mais je pense qu'on reprendra cette thématique tout à l'heure. Mon parcours, il est un petit peu anachronique et un petit peu bizarre parce que je suis pas du tout quelqu'un de la technique à la base. J'ai fait une formation universitaire, mais j'ai fait de l'histoire, je fais du russe. Donc si tu veux, on peut finir le podcast en russe si tu veux. J'ai fait de la science politique. J'ai fait des trucs qui ne servent absolument à rien dans mon métier actuel. Et ça fait maintenant 10 ans qu'en fait. J'ai été engagé par un bureau technique qui représente le GSP pour la Suisse romande. Et c'est à partir de là que finalement, j'ai appris à entrer en contact avec les pompes à chaleur. Mais je suis un pur autodidacte. Génial. Je suis vraiment parti du mécanisme où le type que j'étais ne comprenait pas pourquoi derrière un frigo, ça chauffait. Faire du froid, ça doit chauffer, c'est bizarre. Et en même temps, c'est un parcours intéressant parce que j'ai finalement passé par toutes les étapes de compréhension du mécanisme thermodynamique d'une pompe à chaleur.
euh, par tout un tas de questions que beaucoup de gens se posent sur finalement comment ça fonctionne. Qu'est-ce que c'est? C'est magique, hein. On prend de la chaleur, on prend de l'énergie et on prend de l'air et puis hop, on arrive à chauffer une maison avec. Il y a un petit côté assez fascinant et qui me fascine toujours et que je trouve complètement dingue, génial, quoi. Euh, Ça a un avantage, en gros, c'est que quand tu es en contact avec un client final, quelqu'un qui finalement n'est pas un technicien, Mm, j'ai cette capacité d'expliquer les choses de manière simple, mm. ce qui n'est pas forcément toujours le cas de mes collègues ingénieurs qui vont, ils ont d'autres qualités, hein, mais ils vont se perdre dans des détails qui sont parfois inutiles finalement pour monsieur tout le monde qui a juste besoin de comprendre ce qu'on va faire dans sa maison pour installer son système de chauffage avec une pompe à chaleur. Alors, comme je dis souvent, je suis un très bon généraliste et je revendique ce côté généraliste qui est finalement, euh, je suis un peu l'entonnoir et les gens passent par moi, mais derrière, j'ai des ingénieurs, j'ai des gens qui ont fait l'installation, j'ai des thermiciens. Donc, j'ai plein de personnes chez qui je peux renvoyer. Si ça dépasse mes connaissances, mes compétences, je dis, bah, écoutez, là, sur cette question, je n'ai pas la réponse tout de suite, mais je vais vous trouver quelqu'un qui va vous donner la bonne réponse. Et finalement, ça se passe assez bien comme ça. Donc voilà. Parcours un petit peu particulier, hein. J'ai eu plusieurs Casquette. métiers hein, dans ma Ouais. vie. Ouais. Écoute, c'est effectivement, comme tu le dis, c'est génial parce que tu as ce truc très pédagogue en fait pour expliquer les choses. Et moi, je le vois systématiquement quand tu interviens en formation, en interview, peu importe. À chaque fois, c'est ça. Et ouais, c'est très cool en fait. C'est vraiment. Par contre, du coup, j'ai une question, mais pourquoi t'es arrivé à la pompe à chaleur? C'est-à-dire, est-ce que c'était quelque chose de. Une valeur auquel tu croyais, l'écologie, ou pas du tout? Ou c'était vraiment la thermodynamique qui t'a fasciné? Ouais. En fait, alors j'ai toujours un peu une conscience écologique assez importante. Je pense déjà par mon éducation, où j'avais des parents qui n'avaient pas de voiture. Alors, c'était peut-être pas forcément un choix écolo, c'était plus un choix pragmatique. Habite en ville, pas forcément non plus. Euh, Mon père avait pas de permis, il avait très peur des bagnoles. Ma mère avait le permis, mais elle n'avait pas conduite pendant longtemps. En fait, mes parents n'avaient pas de voiture et toute mon enfance, je l'ai vécu à finalement faire des vacances en train. Je suis un grand férivopathe, j'adore le train. Je fais d'ailleurs des vacances en train assez souvent. Prendre le train puis à filer. On s'écarte un peu du sujet, mais c'est pas grave. Par-ci, par-là en Europe, juste en train. Donc, il y a eu. Et j'aime pas la voiture encore aujourd'hui. J'ai une voiture, mais j'aime pas la bagnole. Euh, je trouve que ça doit rester très utilitaire et j'aime pas partir en vacances en voiture, même si je l'ai eu fait quand même de temps en temps avec Et mes en avion? enfants. Et en avion, je déteste l'avion, mais je l'ai pris trop souvent. Je l'ai Ok. pris trop souvent, mais je déteste l'avion. Voilà. Euh, du coup, il y a toujours eu on va dire cette conscience d'essayer de trouver des systèmes qui soient le moins impactants pour notre environnement. C'est toujours très compliqué, hein, parce qu'on a de toute façon toujours un impact. Même avec une pompe à chaleur, on a un impact, mais on va essayer de le diminuer, de le minimiser le plus possible. Mhm. Du coup, en fait, quand j'ai postulé à ce titre, cette fonction, à la base, c'était vraiment de la coordination d'associations où il y avait une volonté finalement de la part de mon, ouais, de mon directeur d'entreprise de dire, bah voilà, on a besoin de quelqu'un qui gère et qui structure l'association, qui va permettre de développer les membres, développer l'organisation des formations, la promotion de ces formations, d'essayer de créer en fait un lien qui fonctionne. Et progressivement, finalement, par intérêt, au début, voilà, tu as des formations qui sont données par différentes personnes au sein qui travaillent de près ou de loin avec l'entreprise dans laquelle je travaille, et qui sont des fois des externes. Pas forcément, tu vas suivre ces formations par intérêt, ne serait-ce que pour savoir de quoi on va parler, pour pouvoir mieux promouvoir ces formations. Et j'ai eu vraiment un vrai intérêt en me disant, il y a un petit, comme je disais tout à l'heure, il y a un petit quelque chose de magique
dans ces cycles thermodynamiques, dans cette manière dont ce fluide va changer d'état, va se charger en énergie, va monter en pression, diminuer en pression, et cetera. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre du petit truc magique, quoi. Et du coup, j'ai pris goût. Et j'ai pas tout compris au début, hein, parce que j'étais pas du tout dans la technique. Donc, ça m'a pris quand même un peu de temps. Et progressivement, ben, tu montes ton niveau, quoi. Et Mmh. puis et moi, dans mon fonctionnement intellectuel, il est souvent du fait que je suis un généraliste. C'est vraiment d'avoir un tableau assez large avec des grands traits. Et puis, tu traces un premier tableau, puis tu as une compréhension globale, pas très fine, mais globale, qui te permet de comprendre un peu dans quel environnement tu navigues. Puis progressivement, ben, tu rajoutes un peu plus de détails, et puis tu vas au plus petit pinceau, puis tu combles les trous, puis les spots de lumière qui se rajoutent, et on va de plus en plus profondément dans la compréhension du mécanisme de la pompe à chaleur. Et je pense que, à mon avis, dans tous les domaines, en fait, on progresse tout le temps dans sa vie, on est tout le temps en chemin, euh, dans la connaissance, dans la compréhension des choses, et dans la subtilité, en fait. Parce qu'on se Mmh. rend compte que, euh, pour moi, une pompe à chaleur, pour que ce soit bien fait, ça reste un peu subtil, euh, par Ouais. rapport à d'autres systèmes où on peut se permettre d'être un peu plus brut dans la manière dont on va installer les choses. Mmh. OK. Ben, voilà, c'est un avis. Peut-être que je m'attirerai des trois remarques négatives par Ouais. rapport à ça. En fait, c'est la subtilité qui te plaît là-dedans, c'est vraiment, voilà. C'est marrant parce que c'est la première fois que j'entends parler avec autant de poésie, au sujet de la pompe à chaleur, enfin, pour la décrire, quoi. Oui, C'est oui, cool parce qu'en fait, une pompe à chaleur comme ça, on se dit, ça a pas trop de comment dire? C'est un peu abstrait, un cube à l'extérieur qui est pas très joli en général et puis voilà. Et comment tu l'abordes, c'est vraiment, j'avais jamais entendu et je trouve ça chouette parce qu'on sent la passion, en fait, donc c'est mais écoute, c'est intéressant parce que, quand je donne des cours, moi je donne la première journée de formation, module 1 et 2, c'est 2 demi-journées, puis c'est vraiment l'introduction, les concepts généraux, un peu le fonctionnement, la partie interne de la machine, et les bases pour la suite des formations qui seront plus chiffrées, plus techniques, plus schématiques, données par mes collègues. Et quand j'ai en face de moi des chauffagistes, des installateurs qui sont très branchés fossiles, puis que tu leur expliques que, bah voilà, une pompe à chaleur RO, enfin surtout les RO qui vont fonctionner comme ça, elles vont prendre l'énergie dans l'air. Et puis que cet air, ben, il pas toujours la même température extérieure. mmh. On se rend compte, ces jours-là, là il fait chaud, du coup je suis venu avec ma veste, j'ai transpiré. Mais peut-être que demain, ou peut-être même cet après-midi, je serai content d'avoir ma veste parce qu'il va y avoir trois nuages et puis un coup de vent et puis il fera nouveau froid. Et que cette pompe à chaleur, ben, elle va réagir comme nous, elle va aussi elle va varier en puissance. Et que plus il fait froid dehors, moins il y a d'énergie à prendre dans l'extérieur, moins elle sera puissante, moins elle aura d'énergie à transmettre à l'intérieur du bâtiment. Et j'ai eu quand même quelques installateurs qui, quand je leur dis ça, ils bug. Ils se disent, mais pas normal, ça joue pas votre système. Moi, il fait froid dehors, du coup, j'ai besoin de puissance. Parce qu'effectivement, un chauffage, on va dire, euh, ancien, type fossile, gaz mazout, s'il fait froid dehors, ben, il va être plus puissant. On va lui donner la capacité de combler ce manque d'énergie, ce froid qu'il y a dehors, par du chaud à l'intérieur. Et la pompe à chaleur, elle fonctionne à l'inverse. Et ça perturbe certaines personnes qui ont des années d'expérience dans la combustion, et puis pour eux, ça leur semble complètement absurde. Et je trouve intéressant parce que c'est là que ça amène la subtilité, c'est-à-dire, en gros, comment je vais faire avec ce système euh, qui diminue en puissance quand il fait de plus en plus froid dehors, comment je vais faire pour, malgré tout, arriver à chauffer ma maison. Et c'est là que je trouve qu'il y a de la subtilité. Ouais, effectivement. Alors du coup, est-ce que tu peux nous expliquer comment fonctionne une pompe à chaleur? Qu'est-ce que c'est qu'une pompe à chaleur? On entend, pompe à chaleur RO, on entend parler de la géothermie, on entend Mhm. parler de la RR, on sait pas trop. Alors, vas-y, raconte-nous. Alors, effectivement,
Le principe de base d'une pompe à chaleur, ça va être, de prendre la chaleur de l'environnement et d'amener cette énergie, dans le bâtiment. Donc chaleur de l'environnement, énergie de l'environnement, on va se retrouver principalement avec 3 énergies possibles. Ce sera en premier l'énergie qu'on va trouver dans l'air, dans l'environnement ambiant. Ça va être en deuxième l'énergie qu'on va trouver, dans le sol. On verra comment, tout à l'heure et puis, encore la chaleur d'environnement qu'on peut trouver dans de l'eau. Ces trois canaux d'énergie, dans lesquels on va pouvoir, en fait, finalement extraire des calories, extraire de l'énergie et ramener tout ça à l'intérieur de la maison. Donc, si je prends maintenant celle qui est le plus connue, ça va être la pompe à chaleur RO. Alors on appelle toujours RO parce qu'en fait, on prend l'énergie dans l'air et on la donne dans l'eau. Donc dans l'eau, d'un circuit de chauffage, radiateur ou chauffage de sol. Et ben, on va du coup arriver à prendre de l'énergie et on a dans notre pompe à chaleur ce qu'on appelle un circuit frigorifique. Donc c'est exactement le contraire, enfin, c'est le même genre de circuit que sur un frigo, Mmh. sauf que je fais toujours cette blague aux frigoristes, je leur dis: «Nous, on le fait tourner à l'endroit». Les frigoristes, eux, le font tourner à l'envers. C'est-à-dire qu'en gros, on a un circuit avec un fluide qui est dans un circuit fermé et ce fluide, il tourne et il va du coup, arriver à une température extrêmement basse et quand il va entrer en contact avec l'environnement, avec de l'air qu'on va pousser, on va chasser cet air, avec un ventilateur sur cette pompe à chaleur et ben, ce fluide à l'intérieur, il va se charger en énergie Mmh. et il va du coup s'évaporer. Il va tellement se charger en énergie qu'on va lui faire changer de phase. C'est-à-dire qu'on va voilà, il s'évapore, il passe en gaz. Et c'est là que ça devient très intéressant parce qu'on arrive à capter énormément d'énergie en faisant juste un changement de phase. On passe de l'état liquide à un état gazeux. Ça va être une première étape. Puis après, on a une deuxième étape qui est la compression de ce gaz, de ce fluide à l'état gazeux. On va le monter en pression et ce fait de monter en pression, on va le faire monter en température. Et puis, une fois qu'on a fait ça, on a déjà fait la moitié du travail. L'autre moitié du travail, ça va être faire exactement le contraire. C'est-à-dire qu'on va, du coup, changer de phase, mais dans l'autre sens. On va passer d'un état gazeux à un état liquide et on va redonner l'énergie de l'autre côté, donc du côté de la maison. Et on va rendre cette énergie avant du coup, de revenir à une pression initiale. On a ce qu'on appelle un détendeur. Donc en fait, on a deux changements de phase et deux changements de pression. Et c'est le fait que ce circuit tourne toujours sur lui-même, où on va attraper l'énergie dehors et la mettre à l'intérieur. Alors le fonctionnement, il est le même, que ce soit une aéro, une solo. Alors solo, on prend l'énergie du sol, on la met dans l'eau, ou une OO, on prend l'énergie de l'eau et on la met dans de l'eau de chauffage. Le fonctionnement, il est le même. La manière dont on capte l'environnement est un peu différente. Pour une aéro, bah, effectivement, on a un ventilateur. C'est généralement ces grosses machines qu'on voit le long des maisons et qui soufflent de l'air quand on passe devant. Ça, c'est vraiment la côté où on va prendre l'énergie de l'air. Dans la géothermie, par contre, on va effectivement faire un forage. C'est-à-dire qu'on va aller avec une foreuse, on va flinguer le jardin pendant un petit moment, mais Mais ça non, finit par on repousser. remet tout bien, vous inquiétez pas. Oui, non, non, y a aucun souci. Pour ça, il y a des gens qui font ça très, très bien et on remet tout bien et puis l'herbe, elle finit par repousser, au printemps d'après, donc il y a aucun problème. Après, on voit plus rien. Après, on se dit: «Oh, elles sont où les forages?» Ouais. «Ils sont là». «Ah OK». Et on va du coup forer à, des profondeurs assez importantes, hein, 100, 200 jusqu'à 300 mètres, peut-être même plusieurs forages en fonction de la puissance nécessaire. Et on a du coup un circuit, qu'on appelle d'eau glycolée, c'est-à-dire de l'eau avec de l'antigel dedans, qui lui va aller prendre l'énergie du terrain. Mmh. Et l'énergie du terrain, elle a un gros avantage, c'est que contrairement à ce que je racontais au niveau de température qui varie énormément, selon les moments, où il va faire peut-être, une température, froide mais agréable par rapport à une température très froide, en dessous de zéro. Lui, le terrain, il est toujours constant, quoi. La température, elle bouge pas. Au contraire, elle a même tendance à augmenter plus on descend. On aura des températures plus chaudes.
à 300 mètres qu'à 100 mètres de profond. Et donc, on a une stabilité dans les températures du sol. Et donc, on a aussi des- une meilleure efficience du système. OK. Je me mets à la place des auditeurs et puis de ceux Oui, qui nous regardent. Je vais essayer de te poser les questions, en fait, qu'on entend le plus souvent. bien sûr. Déjà, tu parles de RO, OO, solo, et cetera. Ça veut dire que si j'ai pas de circuit hydraulique, donc de radiateur avec de l'eau dedans dans ma maison, Mhm. je peux pas, avoir une pompe à chaleur? Alors, il existe, hein, tu as évoqué la RR. Mmh. C'est pas un système qui est très proposé en Suisse. Je pense principalement pour deux raisons. Donc, l'idée de la RR, c'est je prends la chaleur de l'environnement extérieur dans l'air et je chasse cette chaleur à travers de l'air à l'intérieur. Donc, c'est des cassettes qu'on va retrouver dans différentes pièces et on va du coup pulser de l'air chaud par moment. Puis après, ça va s'arrêter, puis ça va C'est un peu comme recommencer. une climatisation, en fait? C'est une climatisation inversée. On va OK. pouvoir effectivement faire l'inverse en été Mmh. et puis amener du froid à l'intérieur et chasser le chaud dehors. On voit peu ça hein, en Suisse parce que je pense d'une part, c'est pas subventionné. Il n'y a pas de subvention pour ce genre d'installation. Ensuite, c'est pas forcément toujours très agréable en fait d'avoir de l'air dans la figure. L'efficience du système est moindre. L'avantage d'avoir un circuit hydraulique, que ce soit du chauffage de sol ou des radiateurs, c'est que quand on stocke de l'énergie dans de l'eau, il y a une inertie qui est beaucoup plus importante que dans l'air. Du coup, la chaleur, elle est là, elle est stockée pendant un moment, Mmh. elle est dissipée progressivement. Et puis quand le radiateur est de nouveau un peu froid, bah, le système tourne, va du coup rechercher de l'énergie à l'extérieur. Dans l'air, c'est beaucoup plus éphémère. OK. En plus, ça rime. Hein. Ouais, c'est beau. C'est beau. Hein. On continue dans la poésie. C'est clair. Hem, du coup, on a évoqué donc plusieurs types de pompes à chaleur. Moi, j'ai une maison, tu me dis finalement que la géothermie, donc la sol-eau, elle est beaucoup plus efficiente parce qu'on a Mhm. une, température qui est stable, et c'est vrai qu'avec une RO finalement, bah, l'hiver, un coup, il va faire, 10 degrés parce que voilà, c'est une journée qui est très clémente et puis, 10 jours plus tard, on a un -15 quoi. C'est C'est ça. rare, mais ça arrive encore. Ça peut. Ouais. Hem, que En fait, comment je choisis ma pompe à chaleur? Sur quels critères, en fait, je dois partir de me dire: «Bah, je prends une Solo ou bien une RO ou Oui. OO»? Il va y avoir plusieurs critères. Alors, on va discuter, on va parler un peu de la RO et de la solo. Je ferai une parenthèse sur la OO en fin de. Moi, j'aurais présenté ces deux premières options. Euh, il y a plusieurs critères hein, et c'est pas forcément toujours le bon critère qui fait pencher le choix final du propriétaire. Je terminerai par le critère qui fait pencher surtout le choix final à la fin. Euh, le premier critère, selon moi, ça va être effectivement d'analyser la faisabilité du projet. C'est-à-dire, pour une RO, il va falloir réfléchir à où est-ce que je la mets, où est-ce que je la place. Les RO, c'est des machines qui font un peu de bruit. On a énormément fait d'avancées hein, sur la réduction du bruit de ces machines, mais on doit quand même toujours vérifier le bruit qu'elle va faire, en principe à l'oreille du voisin, de la maison voisine. On essaie aussi de réfléchir aussi par rapport à soi. On va essayer d'éviter de poser une pompe à chaleur sous la fenêtre où on dort. Parce que ben, ça pourrait éventuellement, suivant comment, nous déranger nous-mêmes. Ce serait quand même un peu bête. Donc il faut réfléchir au meilleur emplacement et idéalement, ben, si on peut éviter d'avoir le local technique ici dans un coin et la pompe à chaleur dans l'autre coin du bâtiment, c'est mieux. Ça coûtera moins cher, ce sera plus facile à installer. C'est ça une première chose. Pour la solo, on doit aussi réfléchir à où est-ce qu'on va faire des forages. Ça veut dire qu'il faut un tout petit peu de place dans le jardin ou autour du bâtiment. Il faut vérifier si on a le droit de forer.
Il y a des portails cartographiques qui nous donnent des indications. Chaque canton a ce genre d'indications qui va nous dire si oui ou non on a le droit de forer. Il y a des endroits où on n'a juste pas le droit de forer. Typiquement, je ne sais pas, on a une nappe phréatique sous nos pieds. Très souvent, ben, on va essayer de préserver la ressource de l'eau potable en disant on ne va pas forer, on ne va pas percer cette nappe phréatique, donc non, pas de forage. Des fois, on peut forer, mais il y a une limitation. C'est-à-dire, on dit, ah ben, 150 mètres, vous pouvez forer, au-delà, vous ne pouvez pas forer. Donc ça, c'est des conditions, on va dire, où finalement, on va commencer, ça c'est le job de l'installateur, c'est de vérifier la faisabilité. Ça, c'est un premier critère. Il y a un deuxième critère qui va être le choix qui est plus personnel en disant ben, quel type d'installation je veux. Est-ce que je veux une installation qui est plus efficiente, qui sera la géothermie, parce qu'on a une température de terrain qui est constante et qui est plus élevée que la moyenne annuelle, la moyenne hivernale, on va dire, d'une pompe à chaleur RO, et qui va me permettre de faire d'autres choses, comme par exemple, si j'ai du plancher chauffant, donc du chauffage de sol, avec de la géothermie, je vais pouvoir faire ce qu'on appelle du free cooling en été, ou du géocooling, c'est la même chose. C'est finalement de dire, ben, pendant qu'il y a canicule en été, je fais juste tourner ma pompe de circulation de mon chauffage de sol, je fais tourner la pompe de circulation de mes sondes, et je prends le chaud de ma maison, un excédent de chaud de ma maison, et je l'envoie dans mes sondes. Et ce n'est pas de la climatisation, c'est juste du rafraîchissement. Et c'est du rafraîchissement qui ne coûte pratiquement rien, parce que c'est deux pompes qui tournent. La pompe à chaleur, elle est à l'arrêt. Donc il n'y a pas de consommation, très peu de consommation électrique. Et ça permet de rafraîchir un petit peu. C'est aussi faisable avec une pompe à chaleur RO, mais par contre, ça coûte un petit peu plus cher en énergie, parce que la pompe à chaleur, elle doit, elle, fonctionner. Et puis on va du coup user aussi un peu les années de vie du compresseur de la machine. Euh, donc, il y a des avantages. Par contre, c'est vrai que quand on doit faire des petits trous dans la terre, des forages, c'est une foreuse à amener sur le terrain, c'est des trous à faire, ça coûte un peu plus cher. Et c'est généralement un peu ce critère-là, et c'est pour ça que je disais je vais le prendre en dernier, c'est souvent ce critère-là qui fait que le client, quand il voit le prix et la différence de prix entre une Aero et une Solo, souvent, c'est quand même l'aéro qui l'emporte pour des questions financières. Moi, je dis souvent, si finalement on a les moyens financiers de faire de la solo, j'essaie de pousser en avant la solo parce que c'est des installations qui, en fait, sont sur le long terme plus rentables. Parce que on a des installations qui, comme un moteur diesel pour une voiture, ont tendance à ronronner puisque la température du sol est toujours plus ou moins pareille. Elle va évoluer légèrement avec les années, mais quand je dis les années, c'est un forage, il est dimensionné pour vivre 50 ans. Donc on va poser peut-être deux pompes à chaleur sur le même forage. On a aujourd'hui des gens qui nous disent, qui nous appellent, ah, ma pompe à chaleur solo, elle a bientôt 30 ans. Je pense qu'il faudrait quand même que je pense à changer. Je dis, ouais, effectivement, vous pouvez commencer à vous renseigner, mais si elle tourne toujours, vous Mm. n'avez pas un bruit super bizarre quand le compresseur commence à démarrer, pensez-y. Mais vous changerez que quand ce sera vraiment C'est fichu. ça. Donc, c'est des machineries qui durent sur le temps parce qu'elles ont toujours un peu le même rythme de fonctionnement. Alors qu'effectivement, comme tu le disais, la RO, quand il fait -10, ben, elle doit aller contre la température. Donc, elle doit travailler plus pour garantir la température dans la maison. D'accord. C'est quoi la durée moyenne de vie d'une aéro par rapport à la solo? C'est difficile à dire. C'est difficile à dire. Aujourd'hui, on a, je pense, on peut parler d'une petite vingtaine d'années pour une PAC RO. On va dire entre 15 et 20 ans. Pour des packs solo, aujourd'hui, on a des machines qui, je disais, ben voilà, ont entre 20 et 30 ans d'âge. J'ai toujours en fait un doute aujourd'hui sur comment vivront les machines qu'on a aujourd'hui. Sachant qu'aujourd'hui, enfin, les machines qui, a 30 ans en arrière, avaient très peu avaient un peu d'électronique, mais pas autant qu'aujourd'hui. Mm. Et finalement, c'est un peu comme les voitures. Les deux chevaux, elles tournent toujours, hein. Ouais.
Et si on a un problème, on trouve la pièce, on remplace. Heu, Aujourd'hui, quand tu amènes ta bagnole au garage, ils commencent par brancher un ordinateur dessus, puis il y a plein de petits trucs qui s'allument, puis ils vous diront: «Ouais, il faut changer la sonde». Et aujourd'hui, on est un peu tributaire de ce genre de remarques aussi dans le monde du chauffage, où on a des machines qui ont des régulations absolument incroyables, qui sont capables de faire des trucs, géniaux de communication avec des panneaux solaires, avec d'autres producteurs, d'autres diffuseurs, enfin voilà. Mais ça reste de l'électronique et c'est toujours parfois un peu fragile, l'électronique. D'accord. Mais voilà, encore une fois, on refera un deuxième podcast dans 20 ans, puis on pourra voir exactement combien de temps durent les machines qu'on pose aujourd'hui. Ouais. Et on ne saura pas pour les machines du moment. C'est ça. Ok. Et puis, alors, est-ce qu'il y a des typologies de villas où il n'est pas possible ou d'immeubles, peu importe, mais où la pompe à chaleur n'est pas conseillée? Est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, Mhm. on peut se dire sur certains bâtiments, non, il faut pas, on n'y va pas? Ouais, je vais répondre un peu, je vais répondre comme un bon vaudois que je suis, c'est-à-dire oui et non. Ouais. Euh, je pense qu'effectivement, il y a un certain nombre de bâtiments où il faudrait éviter de poser de la pompe à chaleur. Je vais prendre des exemples un peu caricaturaux, hein, pour comprendre vraiment de quoi je parle. Si ma maison n'est pas isolée, que j'ai des fenêtres simple vitrage, que quand on a un petit peu de vent, on sent une petite lame d'air qui passe entre la porte d'entrée et puis que le toit il se soulève un peu quand il y a beaucoup de vent. Faut pas poser de la pompe à chaleur. Il faut commencer par assainir le bâtiment. Alors, je prends vraiment l'exemple caricatural, hein. On pourra toujours installer une pompe à chaleur. Il y a malheureusement de mauvaises entreprises qui ont tendance à le faire. Ils vous diront: «Ouais, ouais, bon, ça fonctionne, il faut juste dimensionner plus puissant, il faut avoir des températures de départ plus puissants, plus élevées». Ouais, bien sûr, ça fonctionnera, mais ça fonctionnera pas bien. C'est-à-dire que là où la pompe à chaleur est efficiente, efficace, c'est quand on a, pour une aéro, quand on a des températures moyennes qui sont plutôt élevées. Encore une fois, ça va être aussi une question de lieu, hein, je reviendrai dessus après, mais aussi où les températures de distribution, donc c'est-à-dire la température à laquelle j'ai besoin de sortir mon eau de chauffage, sera la plus basse possible. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut faire de la pompe à chaleur que sur des chauffages de sol, où on va sortir sur une température entre 35 et 40 degrés, ça dépendra du Parce chauffage. parce que ça, c'est quand même quelque chose qu'on entend régulièrement, c'est-à-dire une pompe à chaleur n'est pas faite pour être posée sur des radiateurs. Alors, oui et non. Ça dépendra de la température à laquelle on sortira sur ces radiateurs. Aujourd'hui, on a des radiateurs on a des radiateurs où on va peut-être sortir sur du 40 et 50, 45 degrés, 50 degrés. On peut le faire, ça va fonctionner. Ça fonctionnera même plutôt bien. C'est clair que la pompe à chaleur, elle sera plus efficace sur du chauffage de sol, mais on va réussir à le faire sur des radiateurs. Si on doit sortir du 65-70 degrés sur nos radiateurs pour assurer les températures ambiantes dans la maison, parce qu'on a des tout petits radiateurs qui ont besoin avoir une très haute température, parce que la surface d'échange du radiateur est tout petit, donc il faut monter en température pour pouvoir diffuser l'énergie. Là, on va se retrouver face à une pompe à chaleur qui va, qui va pas être efficace. C'est-à-dire qu'en gros, l'énergie qu'elle va consommer électriquement, le rapport d'énergie qu'elle va consommer entre ce qu'elle consomme électriquement de ce qu'elle va donner au niveau thermique sur la maison, il est pas bon. C'est cette notion de, c'est cette notion, je pense que tu m'amènes gentiment à ça, c'est l'explication la différence entre un COP, un coefficient de performance, et puis un COP A, un coefficient de performance annuel. C'est-à-dire que euh, chaque pompe à chaleur, elle est testée. On la met sur un banc d'essai et puis on lui donne, on la met dans une chambre climatique, on lui donne des conditions, disons voilà, il fait 2 degrés, vas-y, produis de l'eau de chauffage à 50. Fais de l'eau chaude sanitaire à 55 degrés, par exemple. Voilà. Il fait 2 degrés dehors, tu fais de l'eau chaude sanitaire à 55 degrés. Combien, tu, combien d'énergie tu donnes
sur combien d'énergie tu prends dans la prise électrique. Ça, c'est ce qu'on appelle un COP, c'est-à-dire en gros le rapport de puissance entre ce qu'elle va donner et ce qu'elle va consommer. En sachant que ce qu'on consomme, c'est ce qu'on va payer sur la facture d'électricité. Et tu auras compris que plus le COP est élevé, moins je vais payer ma facture d'électricité. Donc mieux c'est. Par contre, si je pose cette fameuse machine qui a un super coefficient de performance dans ma maison dont je te parlais tout à l'heure, avec le toit qui se soulève, les lames d'air qui rentrent dans les fenêtres, etc., etc., je peux avoir une super machine. Si je pose cette machine dans ce bâtiment un peu pourri, dans ce gruyère énergétique, cette épave d'habitation, mon coefficient de performance annuel, c'est-à-dire l'addition de toute l'énergie que la machine doit donner pour maintenir un 19-20 degrés dans la maison par rapport à tout ce qu'elle va consommer électriquement, il va être misérable. Et c'est là qu'on aura des mauvaises installations. Parce que finalement, le ratio, il ne sera pas bon. Et ça va coûter cher en électricité. Et on a meilleur temps à ce moment-là de préparer le bâtiment en commençant par assainir la maison, changeant les fenêtres, en faisant une isolation périphérique, en isolant le toit, refaisant son toit. Au passage, d'installer les panneaux solaires, comme ça c'est fait en même temps, une pierre deux coups. Et du coup, on va pouvoir abaisser la consommation d'énergie primaire, donc la consommation d'électricité, et on va pouvoir rendre ce coefficient de performance annuel bien meilleur. Donc, c'est là que c'est compliqué, c'est que il faut faire vraiment attention, quand on est propriétaire, de commencer par juger son bâtiment. C'est pour ça que certains cantons, comme le canton de Vaud, comme le canton de Fribourg, mais aussi Genève avec un autre système qui s'appelle l'IDC, l'indice de chaleur, mais ces deux cantons, Vaud et Fribourg, demandent en fait un CECB, un certificat énergétique cantonal du bâtiment, qui va donner une étiquette au bâtiment, un peu comme les étiquettes de frigo, hein, de A à G, et du coup va nous donner une estimation de est-ce que mon bâtiment il est correct en termes de consommation et donc d'enveloppe qui permet, quel est le manteau, quelle est la couverture que j'ai autour de ma maison. Est-ce que j'ai juste un drap ou est-ce que j'ai un duvet? Et si j'ai juste un drap, ben, j'aurai une mauvaise étiquette énergétique. Ça ne m'interdira pas de poser une pompe à chaleur. Mais ça va quand même me donner un sacré indice sur l'efficacité de ma machine. Une machine qui doit tout le temps tourner à fond, c'est une machine qui va aussi s'user beaucoup plus vite. C'est une machine qui va coûter beaucoup plus cher en électricité. Et au final, c'est des gens qui sont pas contents de leur installation de pompe à chaleur quand on fait ça. Et c'est pour ça que nous, en tant que GSP, en tant que groupement des pompes à chaleur, on ne recommande pas de faire ça. On préfère ne pas avoir de pompe à chaleur installée sur ce genre de maison que de voir des gens qui installent à tout prix en disant je veux de la PAC. Je dis bon, ok, vous voulez de la PAC, mais alors commencez par assainir votre maison. Ou bien augmenter la taille de vos radiateurs. Si c'est déjà fait, par exemple, la maison a déjà été partiellement assainie, mais on a encore des tout petits radiateurs dans la maison, ben, vous pouvez simplement. Bien sûr, on peut décider de faire un chauffage de sol, mais c'est vite conséquent, hein. Il faut tout virer, il faut rajouter une couche, le chauffage de sol, vous devez changer les hauteurs de porte. Enfin, voilà. C'est du job. C'est du job. C'est du job et ça coûte. Mais on peut aussi dire, ben voilà, je rajoute des radiateurs ou je change mes radiateurs et j'en mets des plus grands. Et qui dit plus grand, ça sera plus une plus grande surface d'échange avec l'air de la pièce. Et donc, ça me permet d'avoir une température à l'intérieur de mon radiateur beaucoup plus basse. Comment je fais en fait pour savoir où est-ce que ma maison en est, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse avant, ou est-ce que c'est le moment de mettre une pompe à chaleur, quelle pompe à chaleur choisir. Là, tu parlais de votre mission en fait, de conseil en fait auprès des particuliers. Oui. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur savoir qu'est-ce que vous pouvez m'apporter moi en tant que particulière qui cherche à éventuellement assainir son Ouais. chauffage? Mhm. Il y a plusieurs choses qu'on peut proposer. Une des premières choses que propose le GSP, c'est tout d'abord une liste d'installateurs qui seront soit membres de notre groupement. Et comme je dis souvent aux entreprises qui veulent devenir membres de notre groupement, je leur dis, bah, écoutez, postulez, c'est avec plaisir qu'on vous accueille, mais on va juste se renseigner un tout petit peu sur vous. On veut savoir un petit peu qui vous êtes, parce que le GSP est un club très select, n'est-ce pas? On n'accepte que les meilleurs.
Mais du coup, ça parle hein, quand même aux installateurs parce qu'ils se disent, ben oui, tant qu'à faire, autant être dans un groupement où on a des gens qui sont bien, parce que ça valorise tout le monde en fait. Ça valorise ceux qui sont déjà dedans et ça permet de ne pas diluer la qualité entre quelques très bons et puis quelques mauvais qui vont profiter de la... C'est pas parce qu'on ne vient pas au GSP pour profiter de la qualité du GSP, on vient au GSP parce qu'on apporte et qu'on fait de la qualité et qu'on veut promouvoir la qualité. Donc ça, c'est la première chose. On a aussi des partenaires GSP certifiés, c'est-à-dire c'est des gens, c'est plutôt des individus là, qui ont fait des formations chez nous, qui ont fait pas mal de formations, qui ont investi du temps et de l'argent pour venir se former et puis qui ont passé un examen. Examen qui est pas tout simple, hein. On a quand même de temps en temps des gens qui loupent. Et comme je disais à mon collègue un peu méchamment en disant, ben, c'est la preuve que notre examen est plutôt bien fait. C'est que si tout le monde l'a réussi, c'est une formalité inutile. Si tout le monde le loupe, c'est qu'il faut qu'on se pose des questions sur la qualité de notre enseignement. Mais si on en a une majorité qui réussit et quelques-uns qui loupent, c'est que l'examen, il est suffisamment dosé pour finalement faire en sorte que les gens qui se présentent à cet examen et le réussissent savent de quoi ils parlent, ont une connaissance, on va dire, holistique, un peu complète de la pompe à chaleur, sans forcément être non plus des ultra spécialistes de tout. Hein. C'est pas possible de maîtriser en même temps la géothermie à 100%, l'aérothermie à 100%, de faire de la OO à 100%. Il y a quand même des compétences qui sont, on va dire, répartis et des gens qui sont spécialisés dans la géothermie. Et puis voilà, ils font que ça et puis ils connaissent leurs trucs, etc. Donc ça, c'est une première aide aux clients. C'est de dire, ben voilà, allez sur notre site, vous trouverez des adresses de gens qu'on connaît, en principe, avec qui on a des contacts et puis qu'on peut vous recommander. La deuxième chose, c'est qu'on peut du coup répondre à des questions. On a une antenne d'information qui est ouverte autant aux professionnels qu'à monsieur et madame Bolomet qui veut installer un pompe à chaleur à Goumois-la-Ville, voilà, chez eux. Voilà. Donc, ils pourront nous appeler, poser des questions et on va, dans la mesure du possible, par téléphone, en tout cas, leur amener les clés de lecture d'une offre qu'ils auront reçue. On peut toujours aussi aller plus loin, puis faire vraiment ce qu'on appelle un accompagnement, accompagnement pompe à chaleur. Mais là, on va tout de suite rentrer clairement dans une prestation qui sera plus payante pour le client, parce que c'est du job. Mais ça va être effectivement de pouvoir analyser de manière transversale euh, 2 ou 3 offres. Pas se disperser dans, je sais pas, 5, 6, 7 offres parce que les gens sont perdus après quand il y a trop. Mais je pense que 3 offres, c'est c'est un bon milieu pour pouvoir se faire une idée de quelle offre est la plus intéressante. Voilà, il y a toujours des choses qui sont proposées sur l'une, qui ne sont pas sur l'autre, et puis de pouvoir en fait avoir une vraie analyse croisée de ces offres avec les forces et les faiblesses de chacune et d'avoir en fait un contact vraiment personnalisé. Mais on essaye on essaie d'éviter de balancer par téléphone en disant oui, alors allez chez celui-là parce que ce sera le meilleur. C'est trop de responsabilité. Donc ça, c'est un peu les prestations qu'on peut offrir, du conseil gratuit un peu général et qui sera du coup fait par téléphone. Et si plus, ben, ce sera effectivement un accompagnement un peu plus personnalisé, mais qui sera du coup facturé au client final. Ok. Là, on parlait des offres, du coup, c'est vrai que comment je demande mes offres, comment je différencie une bonne offre d'une mauvaise, comment je m'en sors avec tout ça, en fait. Aujourd'hui, quels sont les conseils au sein du GSP que vous donnez majoritairement, enfin les plus souvent? Il faut se méfier de l'offre qui tient sur une page. J'en ai vu, Le tableau Excel. le tableau Excel, ou pire, l'offre où on coche des cases, parce que finalement, vous avez Avec un des options, vendeur. un bon de commande. Ouais, c'est ça. Le petit bon de commande avec quelques cases à cocher. Vous avez en face de vous à ce moment-là un vendeur qui ne connaît pas forcément bien son sujet. Peut-être qu'il le connaît, hein. J'en ai croisé quelques-uns qui savent de quoi ils causent, mais certains ne savent pas du tout de quoi ils parlent. Vont vous
faire comme ça, là, une estimation, ouais, allez, hop, 14 kilowatts, nickel. Et sur votre offre, vous aurez un 14 kilowatts. Mais 14 kilowatts dans le monde de la pompe à chaleur, ça veut rien dire. Alors certes, c'est une puissance, 14 kilowatts, c'est une puissance, mais ça nous dit pas, on doit toujours en fait préciser dans quelles conditions. Puisque c'est une pompe à chaleur aéro, elle fera 14 kilowatts peut-être quand il fait 7 degrés de température extérieure, quand on fait du 35 degrés de température de chauffage de sol. Donc ça sera 14 kilowatts à A7 W35. A pour air, 7 degrés de température extérieure. W pour water en anglais, l'eau, 35 degrés sortie du chauffage, pour le chauffage de sol. Ça veut dire quelque chose. 14 kilowatts à 7,35. Mais elle ne fera pas 14 kilowatts à A-7 W35. Elle sera plus basse. Donc ça, c'est des indications où, dans une offre, on doit avoir un pédigré sur la machine. On doit savoir quel modèle de machine c'est, on doit savoir la puissance, on devrait avoir le coefficient de performance qui est donné, on devrait avoir des indications un peu chiffrées sur cette machine, de manière à justement pouvoir comparer cette machine. Quand j'ai deux offres, je vais regarder, ok, cette machine a A-7 W35, elle fait telle puissance, et l'autre, elle est moins puissante. Et on a des règles dans ce pays, c'est-à-dire qu'on vous devez, dans le canton de Vaud par exemple, puisqu'ici on est à Lausanne, dans le canton de Vaud, on doit assurer, dans cette région-là, le chauffage, à 100% du chauffage doit pouvoir être fait par la pompe à chaleur, même s'il fait moins 7 degrés tout l'hiver. Et pas simplement de se dire, oui, mais moins 7 degrés, ça arrive jamais, on dimensionne comme ça, on s'en fout, ça tournera s'il fait 0 degré, et puis s'il fait un peu moins froid, un peu plus froid, les gens ils mettront un pull en plus, quoi. Ça, c'est pas légal, c'est pas juste. On peut pas s'amuser à faire un complément électrique avec du chauffage électrique, parce que la pompe à chaleur a mal été dimensionnée. Donc, là, c'est vraiment des éléments dans l'offre, ça doit figurer, ça doit être là. Ça, c'est une première chose. Je pense que la deuxième chose, peut-être que j'aimerais mettre en avant, c'est le fait que on demande souvent, enfin nous, on recommande clairement dans nos formations qu'il y ait ce qu'on appelle un accumulateur de chauffage. C'est un deuxième volume d'eau qui ressemble méchamment, pour le novice, à un boiler d'eau chaude sanitaire, mais c'est pas un boiler d'eau chaude sanitaire. C'est pas de l'eau pour aller se doucher, pour faire la vaisselle. C'est de l'eau de chauffage et c'est une réserve d'eau de chauffage. Et dans la PAC Aéro, tout spécialement, mais je pense, je suis assez convaincu que pour la Solo, ça a aussi une efficacité. On va essayer de pousser en avant le fait de stocker de l'énergie supplémentaire dans ce volume. Ça peut être 200 litres, 300 litres, 500 litres, ça dépendra de la grandeur du bâtiment. Ça peut être moins si on n'a pas la place, mais on essaie d'avoir quand même un minimum de litres par puissance de machine. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça? C'est qu'une pompe à chaleur aéro, en hiver, quand il fait froid, au bout d'un moment qu'elle fonctionne, elle va avoir tendance à se mettre à givrer. On lui amène de l'humidité sur elle, c'est froid, elle crache du froid parce qu'on lui prend la chaleur, et du coup, au bout d'un moment, toute la partie extérieure de la machine, qui ressemble méchamment à un radiateur de voiture, hein, qu'on appelle un évaporateur, qui est des ailettes métalliques, ça devient tout blanc, ça givre. Et à un certain moment, si on continue, le givre, il va finir par partir en glace, puis la machine, elle ne fonctionnera plus. Ça, c'est ce qu'on ne veut pas. Donc, lui, le système, il est fait pour givrer un moment. La machine, elle s'arrête, puis elle doit dégivrer. Donc, on fait tourner la machine à l'envers. Donc, on vient chercher un peu d'énergie dans la maison. Alors, si on peut éviter d'aller la chercher dans les radiateurs ou dans le chauffage de sol, c'est mieux. C'est la raison pour laquelle on stocke un accumulateur de chauffage. Ça nous permet de ne pas venir péjorer l'énergie qui est dans la maison, mais on vient juste prendre un peu d'énergie dans cet accumulateur de chauffage pour finalement venir dégivrer la machine, pour pouvoir la refaire repartir dans le bon sens quelques minutes plus tard. C'est assez rapide un dégivrage, c'est entre 3 et 10 minutes, ça dépendra des systèmes de dégivrage. Et cet accumulateur, c'est important qu'il soit présent.
C'est important qu'il soit noté, qu'il soit là. Et ça, c'est un des critères aussi qui nous permet de voir en disant, bon, ben, est-ce qu'ils ont pensé à tout? Peut-être la troisième chose, c'est de vérifier dans une offre qu'il y ait vraiment tout. C'est-à-dire, quand je dis tout, c'est si vous posez une pompe à chaleur Aéro, nous, on essaie de pousser en avant des installateurs qui font des offres clés en main. Pour une Aéro, ben, il va falloir qu'il y ait un socle. Il faut la poser quelque part. Cette machine, on ne va pas la poser sur deux palettes au milieu du jardin. Il faut qu'il y ait un socle en béton ou qu'elle soit fixée contre le bâtiment. Il y a aussi des systèmes de consoles où on pose la machine dessus. La plupart du temps, on a un socle en béton. Ben, il faut qu'il y ait un maçon qui vienne faire le socle en béton. Il faut qu'il y ait un minimum de coordination pour que le socle en béton soit de la bonne taille par rapport à la machine. J'ai déjà vu des tristes histoires où le maçon vient rajouter 12 cm parce qu'en fait, ils avaient mal. Enfin, voilà. C'est un peu dommage. Il faut qu'il y ait l'électricien qui vienne. C'est une machine qui consomme de l'électricité pour vérifier la puissance d'admission dans le bâtiment. Pour être sûr, si vous avez une maison avec 16 ampères, pas sûr que vous puissiez poser une pompe à chaleur. Donc, c'est des choses à vérifier avant. Il faut que l'installateur ait voir le fusible d'admission, le câble d'arrivée d'électricité dans le bâtiment. Et que cette notion-là, elle soit dedans. Pour vérifier s'il s'occupe de la partie subvention ou bien s'il se débrouille en disant moi je fais juste je vous tire les conduites, débrouillez-vous. Vous gérez le permis de construire, les subventions, la demande de certification auprès du GSP les subventions. Est-ce que tout ça est dans l'offre? Donc c'est tous ces éléments à vérifier. Il y en a pas mal dans les critères qu'on vérifie quand on fait des accompagnements de pompe à chaleur. Il y a pas mal de choses qu'on check dans ces offres. Mais là, je pense que j'ai sorti un peu les principaux. Donc là, on est d'accord. En fait, dans les offres, généralement, les installateurs s'occupent en tout cas des démarches administratives, demande de permis, demande de subvention, etc. Par contre, j'imagine, il y a un certain nombre de choses à faire. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Quelles sont les grandes étapes à pas louper au niveau administratif? Au niveau administratif, alors comme tu l'as dit, très souvent, les clients ont tendance à demander à l'installateur de s'occuper de tout. Est-ce que c'est une bonne idée? Je pense que pour le client qui n'a pas vraiment envie de s'occuper de ça, c'est un peu la tranquillité. C'est Hmm. plus simple, effectivement, de le faire comme ça. Il y a, il y a peut-être une capacité d'économie si le client dit bah, moi, je gère la partie administrative. Mais il faut suivre derrière et c'est pas forcément toujours super simple parce que ça reste quand même des choses un peu techniques. Hmm. Euh, donc au final, je constate des fois que les situations un peu foireuses, c'est quand il y a trop d'acteurs dans la boucle. C'est-à-dire quand le client mandate un architecte pour faire 2 plans et demi et puis demande d'autorisation et puis que en même temps il y a un contrat avec le chauffagiste et puis au final ça se coordonne assez mal. Alors je peux que confirmer, malheureusement. Ça C'est vrai sent, que ça sent le vécu. Ouais. complètement, ouais, en tant Ouais. qu'installateur, c'est vrai que dès qu'il y a énormément d'acteurs, c'est compliqué, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus simple en fait d'avoir une direction de projet Mm. qui est finalement tenue par l'installateur qui lui va peut-être il fait lui la demande d'autorisation, la demande de subvention, ou bien il délègue ça à un externe, un bureau technique qui va faire ça pour lui. Mais ça reste cette personne-là Qui chapeaute. qui chapeaute le tout. Et le rapport, il est client-installateur. Et l'installateur, après, il se débrouille pour avoir ses intermédiaires. C'est-à-dire qu'il aura de toute façon un contact avec un maçon pour le socle, avec un électricien pour la partie électrique, avec un foreur éventuel s'il y a une géothermie. Donc, il n'aura pas il y aura pas forcément de contact avec. Ah oui, il y aura peut-être contact avec un maçon pour faire des ouvertures s'il doit rentrer, s'il n'y a pas de saut de loup, des choses comme ça. Avec un bureau technique éventuel pour tout ce qui est autorisation. Euh, c'est toute cette coordination du métier qui est un peu plus compliquée, effectivement, que quand on vient poser une chaudière gaz. Il y a Mm. moins d'intervenants. Tout à fait. C'est ce qui rend le job parfois un peu lourd pour certains installateurs, c'est que disons, bah, finalement, on fait un peu plus d'administratif que d'installation. Dans les grandes étapes, comme tu me demandais, finalement, il y a quoi aujourd'hui? Il y a
principalement, en premier, une demande d'autorisation. Souvent un permis de construire, parfois des demandes simplifiées selon les cantons. On y arrive tranquillement. C'est pas encore ça. Moi, je suis pas encore complètement satisfait et les cantons qui sont concernés le savent parce qu'on en a parlé et puis je profite pour faire un message un peu politique. Je pense qu'on doit aller vers, une simplification. On doit garder des garde-fous, hein. Je suis de loin pas, je suis pas un pro Elon Musk qui veut sabrer à moitié de l'administration, de loin pas. Pas du tout dans les mêmes bords politiques que ce monsieur. Mais par contre, on doit avoir un certain pragmatisme par rapport à la pompe à chaleur et on doit pouvoir simplifier, largement pour pour maintenir le niveau d'installation si on veut tenir nos objectifs, d'assainissement climatique. Donc il y a la partie autorisation, permis de construire ou demande simplifiée. Il y a la demande de subvention qui fait partie et qui doit être fait heu, avant le fait de démanteler l'installation. Et Mmh. c'est là que des fois, justement, quand il y a plusieurs personnes et qu'il y a pas un seul, directeur de Interlocuteur. projet, Mmh. c'est là que ça coince. C'est que si malheureusement, il y a une mauvaise coordination, puis qu'on vient démonter l'installation, puis que la demande de subvention se fait après coup, en principe, c'est pas bon. Mmh. Le canton, il donnera pas de subvention s'il la prend. Il est pas forcément au courant de tout, hein, mais mais on est censé Théoriquement, avec les annonces d'ouverture de chantier et cetera, ils il est savent censé beaucoup de être au choses. courant. Ils savent beaucoup de choses. Ils Si savent ça a beaucoup été bien fait, ouais. disons, ouais. Et nous derrière, enfin, je reviendrai après au niveau de la certification, on a aussi un devoir d'annonce des dates, de mise en service des machines, qui, beh, des fois, ben, n'arrange pas l'installateur parce que la demande de subvention a été faite après. Donc demande de subvention, généralement, beaucoup de cantons aujourd'hui, dès que la demande est déposée, on peut démarrer les travaux. Certains demandent encore que ce soit confirmé, que le canton fasse une confirmation avant de démarrer les travaux. Mais on peut déjà, à partir du moment où la demande a été déposée, demander au canton de pouvoir dire, OK, là, c'est urgent parce qu'il n'y a plus de chauffage, ils sont à Mmh. l'électrique, il faut qu'on démarre rapidement. Et donc, à partir de là, ben, ça va être le travail d'installation, donc le démontage, remontage. Et c'est là que c'est des fois difficile à comprendre pour le client final, c'est qu'effectivement, il va avoir plusieurs corps de métier qui vont débarquer chez lui. Il va y avoir son chauffagiste avec qui il a signé un contrat, donc là, il est rassuré. D'un coup, il va y avoir un électro qui va débarquer. Bon, il se dit, OK, un électro, ça va. Puis à la fin, au moment de la mise en service, il va y avoir encore une autre personne qui va débarquer. C'est le fournisseur de la machine qui, lui, vient mettre en service la machine. Et c'est vrai que c'est un peu particulier dans le monde de la PAC, c'est qu'on a effectivement le chauffagiste qui va transmettre un certain nombre d'éléments euh, dans la régulation, mais on aura aussi le technicien de la machine, le fournisseur de la machine, qui lui va rentrer des paramètres un peu plus techniques, un peu plus cachés, dans des menus un peu plus discrets, et qui sera aussi là. Et c'est seulement quand la machine sera mise en service que la garantie va démarrer. Donc là, l'installation est grosso modo terminée. Il restera la deuxième partie administrative qui est finalement principalement l'achèvement au demande de la subvention. Et l'achèvement de la demande de subvention passe par une demande de certification par nous, GSP, selon le label PAC Système Module. C'est un label qualité qui est demandé pour toutes les machines jusqu'à 15 kilowatts à A-7W35. OK. Donc finalement, ça fait quand même pas mal de garde-fous pour les particuliers qui, bon, c'est quelqu'un d'autre qui fait la mise en service, donc Oui. l'installation va quand même être checkée, voir si les bonnes, pratiques ont été, respectées, Mhm. si tout a été respecté pour le bon fonctionnement de la machine. Et puis après, vous arrivez avec le pack système module. En fait, c'est Exact, ouais, ouais. qu'est-ce que c'est le pack système module, en fait, concrètement? C'est un garde-fou qui a été mis en place par la confédération, Historiquement, c'est ça, effectivement. C'est l'Office fédéral de l'énergie qui, à un certain moment, dit si on veut continuer à financer, à subventionner les cantons qui donnent les subventions dans le cadre du programme bâtiment, mais pour ça, on aimerait avoir un cadre qui soit à peu près contrôlable. Et c'est l'idée du pack système module. Alors, l'idée du pack système module,
j'insiste sur le mot module, c'est qu'en fait, l'installateur, lui, il ne vend plus une combinaison sortie de son imagination ou sortie de ses connaissances empiriques, très bonnes par ailleurs, certainement, hein. Mais en fait, l'installateur va vendre en fait un module d'installation. C'est-à-dire, c'est une pompe à chaleur avec un boiler dans une liste de matériaux autorisés, éventuellement un accumulateur dans une liste de matériaux autorisés, selon un schéma, selon un certain nombre de schémas types validés, reconnus. Et le fait de partir sur cette modularisation des installations permet d'éviter des erreurs. Euh, Parce que tu peux avoir la meilleure pompe à chaleur du monde. Si tu installes le mauvais boiler derrière avec une surface d'échange à l'intérieur du boiler beaucoup trop petite, genre, ah bah, je récupère le boiler qui était sur l'installation parce il est en inox, puis il est tout neuf. On a une installation gaz avant, ça ne fonctionnera pas bien. Le client, il n'aura pas son eau chaude à température voulue, il va se plaindre, il va, l'eau elle est toujours tiède. Effectivement, ça marche pas. La subtilité, comme on disait. La subtilité, exactement. Et si on n'a pas bien compris le fonctionnement d'une pompe à chaleur, ben on peut tomber dans ce genre d'erreur. Donc c'est vraiment pour laquelle le pack système module a été mis en place pour, on va dire, industrialiser un tout petit peu les installations de pompes à chaleur, les rendre plus faciles à choisir. Dans le sens de, on choisit des modules, le fournisseur vous dit, bah voilà, j'ai ça, 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 j'ai le 200, le 300, le 400 litres, lequel tu veux, quoi. Et on va pas s'amuser à dire, bah, moi, j'achète ma PAC chez PAC en gros SARL. Par contre, le boiler, je vais le prendre dans mon dépôt parce que j'en ai un encore en stock. Et puis l'accumulateur, je le fais venir de Chine parce qu'ils sont moins chers, quoi. C'est pas tout à fait le concept, quoi. C'est vraiment un fournisseur qui fournit l'ensemble d'un système avec une mise en service adaptée avec des valeurs euh, qui sont exigées. Et derrière, nous, on va, sur 100% des dossiers, contrôler que les composants soient justes, selon l'annonce qui nous est faite. C'est une annonce qui est faite en annonce électronique, donc c'est de la déclaration. L'installateur nous dit, bah voilà, j'ai installé ça, ça et ça. Le schéma, on va vérifier. On va vérifier les valeurs qui sont mises par le fournisseur, ce qui nous permet de valider aussi la provenance de la machine. Parce qu'on a de temps en temps des machines qui tombent du camion à la douane. Elles ne sont pas garanties, ces machines. C'est compliqué de faire valoir des garanties européennes. Ça ne marchera pas bien. Et puis, derrière tout ça, et ça c'est pour moi la grosse plus-value du pack système module, c'est qu'on fait 20% de contrôle sur le terrain. Donc ça veut dire que j'ai mes collègues qui vadrouillent dans toute la Suisse romande pour aller visiter la PAC de Monsieur Bolomet. Et puis, on va dans sa chaufferie, on va regarder si les conduites sont isolées, on va vérifier si l'hydraulique a été montée correctement, on va vérifier les valeurs, on va vérifier aussi, généralement, on fait ce contrôle une année et demie après la mise en service. Et du coup, on a des heures de fonctionnement et on a des enclenchements. C'est-à-dire, en gros, elle démarre, elle s'arrête. Voilà, ça fait 2 enclenchements, ça nous donne un cycle. Et on va pouvoir, avec les heures de fonctionnement, euh, estimer la moyenne de durée d'un cycle de fonctionnement. Et en général, on aime bien des cycles qui durent, c'est-à-dire des machines qui font plus de 30 minutes de fonctionnement moyen. Pourquoi ça? C'est parce qu'en fait, on a des pompes à chaleur qui, quand elles démarrent, elles font du job. Elles vont, en principe, faire d'abord l'eau chaude sanitaire, puis ensuite, elles vont aller distribuer la chaleur là où il faut, dans le chauffage de sol ou dans les radiateurs. Puis ensuite, elle va charger l'accumulateur. Puis peut-être qu'elle tourne, elle tournera peut-être pas à 100% de ses besoins, parce qu'on a aujourd'hui des pompes à chaleur qui sont modulantes, c'est-à-dire qu'elles diminuent en puissance. Elles vont peut-être tourner à 30-40% de ce qu'elles peuvent faire au maximum. Donc on a des pompes à chaleur qui ronronnent, un peu comme un chat, n'est-ce pas? Euh, Et puis, euh, pourquoi c'est intéressant, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'on arrête une pompe à chaleur et qu'on doit la redémarrer, on l'arrête, qu'on doit la redémarrer, qu'on l'arrête et qu'on doit la redémarrer, c'est à chaque fois une consommation électrique importante parce qu'on a un compresseur à faire démarrer. Puis un compresseur, il a aussi un nombre une certaine usure, un nombre d'heures de fonctionnement limité. Euh, Nombre d'enclenchements, plus on fait démarrer ce compresseur, plus finalement il va s'user et puis vieillir un peu prématurément. Donc
C'est typiquement ce genre de choses qu'on va pouvoir vérifier, ce qui va nous donner finalement un peu un état de santé de la machine. On va dire: «Ah ben, ouais, c'est bien, elle tourne, 40 minutes en moyenne». Ça veut dire que peut-être qu'elle tourne un peu moins, en été quand elle fait juste l'eau chaude sanitaire, puis peut-être qu'elle tourne 2 fois plus longtemps, en hiver. Avec des fois des clients qui nous disent: «Ouais, j'ai l'impression que ma machine, elle tourne tout le temps». Je dis: «Ouais, peut-être. Peut-être qu'elle tourne longtemps, mais elle tourne longtemps à un très bas niveau de puissance. C'est pas grave, ça consomme pas grand-chose». Et c'est mieux ça que je m'arrête, je redémarre, je fais 10 minutes, je m'arrête, je redémarre, je fais 10 minutes. Ce qui était peut-être effectivement le fonctionnement de certains brûleurs à gaz, mazout, qui vont démarrer, sortir une très haute température au départ et donc fonctionner assez peu de temps et vont s'arrêter. Puis ils vont redémarrer un peu plus tard, ils vont s'arrêter. Nous, c'est exactement le contraire. C'est pas du tout ce qu'on veut sur la PAC. Et donc, avec ces contrôles, si je reviens à la fin de mes contrôles, c'est qu'on va pouvoir en fait faire des commentaires. Alors, on se fait des fois un peu détester par certains installateurs, mais les bons installateurs jouent le jeu et puis comprennent aussi que c'est une vraie plus-value pour eux. Mmh. C'est qu'on va faire des retours. Si les choses ne sont pas bien faites, eh ben on va demander des corrections. D'accord. On demande, alors souvent, c'est des petites choses. Très souvent, voilà, c'est une valeur comme elle était réglée, puis c'est des confusions dans des réglages, puis c'est finalement peu impactant, mais on demande quand même que la correction soit faite. Puis des fois, on tombe sur des installations où c'est pas du tout isolé, où c'est faux, ça arrive de temps en temps. Donc on est assez content de pouvoir justement entrer en contact avec ces installateurs, puis finalement expliquer pourquoi est-ce qu'on doit isoler les conduites à l'intérieur d'une chaufferie, pourquoi ça n'a pas été fait correctement. Et on essaye d'entrer en discussion avec ces gens. On essaye que les installateurs soient des partenaires et soient pas, on n'est pas la police de la PAC. C'est vraiment pas du tout comme ça qu'on essaye de le mettre en avant. Pourquoi pas, hein, il en faut de toute façon. Il en faut, Moi, je mais trouve que voilà, c'est quand même, c'est un garde-fou qui est très précieux, quoi. ouais. Alors, c'est arrivé dans l'histoire du PAC System Module, c'est malheureusement arrivé que qu'on doive retirer en fait Les un subventions, certificat. ouais. Alors nous, on retire le certificat, c'est au canton de retirer les subventions ou de ne pas les attribuer si elles n'ont pas été données, par rapport à des annonces qui sont fausses. C'est-à-dire on nous dit, «Ah, j'ai acheté cette machine à tel endroit», puis les documents ne correspondent pas. Quand on appelle le fournisseur, il nous dit: «Mais on n'a jamais vendu cette pack à tel fournisseur, à tel installateur». Donc ça nous arrive de temps en temps de devoir refuser. C'est assez rare, hein, c'est vraiment assez rare dans l'histoire du pack système module. Mais effectivement, on a un petit côté où les cantons se reposent sur notre certificat pour quasiment valider la subvention. Mmh. Donc on a un rôle assez important. Notre mission d'être prise au sérieux. C'est ce que je dis toujours, en fait, quand j'ai en face de moi des installateurs et ou des fournisseurs, je leur dis toujours, on est sur un chaînon de qualité. C'est-à-dire que l'installateur, lui, doit faire du bon travail. Ça veut dire dimensionner correctement la machine par rapport au bâtiment, c'est-à-dire faire du bon travail physiquement dans la chaufferie, bonne schématique, des choix de composants adaptés, une installation isolée, propre, pas un machin bricolé avec du matériel acheté chez Rambar. Ça, c'est le premier chaînon de qualité. Puis après, il y a un deuxième chaînon de qualité qui est le fournisseur qui, lui, va sur place. Et puis, s'il voit que la qualité, elle n'est pas faite, il doit avoir le courage de Mmh. dire, alors écoute, désolé, on va faire une mise en service provisoire de la machine, mais on ne fait pas de protocole définitif parce qu'il y a trop de paramètres qui ne jouent pas. Voire même, carrément, on ne met pas en service cette machine. C'est arrivé des fois qu'effectivement, j'ai le cas d'une PAC Aero installée à l'intérieur d'un garage. Ça ne joue pas. N'a pas les débits d'air suffisants dans un garage pour, euh, pour faire fonctionner cette machine. Elle va s'épuiser, elle n'aura pas l'énergie nécessaire, puis au final, on va tourner sur un radiateur électrique, quoi. Donc ça, c'est le deuxième chaînon de qualité, c'est si le protocole de mise en service par le fournisseur est mis,
ça nous donne, nous, le signal que finalement, c'est bon. On peut, du coup, vérifier l'installation et sortir une certification pour l'installation. Et puis le dernier chaînon, bah, c'est effectivement nous, en tant que GSP, qui certifions l'installation et qui, sur 20% des installations, allons sur place et on va finalement vérifier si ce qu'on nous a dit correspond vraiment à ça sur le terrain. Un particulier peut vous demander de venir comme ça de son propre. Alors, on se réserve le droit, nous, de volontairement. Alors c'est des contrôles qui sont dits aléatoires, mais des fois, c'est de l'aléatoire un tout petit peu orienté. C'est-à-dire qu'il y a deux cas de figure. Je pense des fois au moment où on certifie, et puis on a des doutes sur ce qui a vraiment été installé. Hmm. Et puis, je sais pas, on a une installation où le schéma hydraulique ne correspond pas, n'est pas juste. Et puis on dit, bah, écoutez, là, c'est pas bon le schéma, ça ne correspond pas à ce qui est normalement demandé. Et puis l'installateur renvoie par mail un autre schéma, puis c'est toujours pas le bon, quoi. Où il dit, ouais, c'est un schéma avec du solaire thermique, puis il n'y a pas de solaire thermique dans les composants qui sont installés. Et puis finalement, on a l'impression que le type, il est là avec plein de schémas sous les mains, et puis il se dit, bon, bah, alors lequel il veut, là, cette équipe? Alors, allez, j'essaye celui-là, ah, c'est pas celui-là, non, alors celui-là, ah, c'est bon, ok. Du coup, dans ces cas-là, généralement, on va se dire, ok, on a reçu les réponses qu'il fallait. In fine, la réponse, elle est correcte, donc on va certifier. Par contre, on va enclencher un contrôle aléatoire. Hmm. Parce qu'on a un gros doute sur ce qui est vraiment installé, sur la manière dont ça a été fait. On va dire que l'administratif était suffisamment borderline pour se dire qu'on va aller contrôler un petit peu ce qui se passe. Parce qu'il faut bien prendre conscience qu'au final, si on refuse un certificat, c'est une subvention qui ne sera pas donnée au client. Et c'est malheureusement le client qui ne touchera pas sa subvention. Et s'il a déjà tout payé son installateur, ben, il va falloir qu'il aille taper sur la tête de l'installateur pour lui dire vous me devez de l'argent, monsieur, dame. Hmm. Et c'est compliqué. Ouais. Donc on essaye, dans la mesure du possible, de pas Bloqué. péjorer, de ne pas Ouais. bloquer ça, mais d'aller dans le sens de OK, on a un doute, on valide, par contre, on va contrôler. Et on Hmm. ira faire une correction a posteriori en exigeant de l'installateur, en lui disant bah, si tu joues pas le jeu, nous, au final, on te dénonce au compte. C'est un peu ça. C'est un peu ça le dernier recours. Généralement, ça fait suffisamment peur pour qu'il y ait une collaboration. Mais c'est très rare, hein, ces collaborations forcées, hein. La plupart des installateurs, quand même, jouent le jeu et puis comprennent qu'ils ont eux aussi intérêt à faire de la qualité. Ok. On a de temps en temps, effectivement, des clients qui, au téléphone, s'il y a vraiment un truc bizarre, et ben, du coup, on va vérifier s'il y a un dossier PAC System Module dessus, et puis on va l'enclencher, nous. Mais c'est généralement quand même toujours notre propre initiative de dire, bon, ben, on vient contrôler chez vous, c'est un contrôle gratuit, parce que les gens ont déjà payé la certification PAC System Module, et du coup, la certification PAC System Module, elle comprend un contrôle, tous les 5 contrôles. D'accord, ok. Enfin, une visite sur place tous les cinq certificats. Il y a un petit montant qui est réservé, ça nous permet d'aller contrôler ça gratuitement chez les gens. Ok. Donc si je récapitule, je sais que dans ma maison, je peux mettre une pompe à chaleur parce qu'elle est isolée tout à fait convenablement. J'ai pas l'intention de faire des travaux les 5-10 prochaines années. Ça match. Je sais quel type de pompe à chaleur je veux. Je veux un devis géothermie, une aéro, les deux pour comparer, parce que c'est vrai que la géothermie me plaît mieux par rapport au fait qu'elle durera plus longtemps, on aura plus de confort, pas forcément de confort, mais d'efficacité énergétique. J'ai reçu quelques offres. J'ai écarté celle où il y avait qu'une seule page Excel Voilà, c'est bien. avec écrit installation, pompe à chaleur et puis c'est tout. Bonne décision. J'ai écarté celle-ci, j'ai pris celle où effectivement j'avais un détail et tout était compris dedans, la maçonnerie, l'électricité, l'isolation, les démarches administratives, etc. C'est des installateurs qui sont partenaires certifiés GSP, ils sont PAC System Module certifiés, les machines qu'on me vend sont également certifiées PAC System Module, tout a l'air à peu près carré. Maintenant, dans mon choix,
je fais quoi en fait? Quand j'ai ça, j'ai 3 offres qui à peu près se correspondent. C'est quoi les critères, rapidement pour dire: «Bon OK, je vais partir avec celui-ci»? C'est très personnel, hein. Je suis pas sûr d'avoir Il y a pas de recette magique. non, il y a pas de recette magique. Il y a des gens qui vont choisir, en fait, finalement aussi la provenance de la machine. Vont choisir une machine européenne versus, machine asiatique, enfin de provenance asiatique, même si certaines de ces machines sont fabriquées aussi en Europe. Hem, Ça peut être aussi un choix acoustique, c'est-à-dire en gros, parce que je suis dans un quartier où les maisons sont un peu les unes sur les autres, ben, je vais faire le choix par rapport à la machine qui sera la plus silencieuse, peut-être au détriment, d'un dixième de COP, de coefficient de performance, un peu moins bon, là-dessus. C'est des fois au feeling, hein, que ça se décide. Finalement, j'ai eu un super contact avec, l'installateur A. Ça a été cool avec le B, mais quand même le A, il m'a plus mis en confiance. Nous, ça nous arrive des fois dans ces accompagnements de pompe à chaleur où finalement, les 2 sont coude à coude et puis, heu, comme on a des notes sur chaque critère, ben, on a des notes qui sont plus ou moins proches et ça se joue à pas grand-chose, hein. Donc c'est 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 difficile à répondre comme question, mais je pense que si les principaux critères que tu as cités sont validés, on peut partir sur l'une ou sur l'autre des offres, en étant Il y relativement aura pas confiant. d'incidence, même d'une marque à une autre, tant qu'elle est elle Non, est aujourd'hui, pour moi, le marché de la PAC en termes d'efficacité de machine, ce qu'on appelle le cycle de Carnot, donc c'est-à-dire cette capacité de prendre l'énergie, de faire changer les états d'un fluide et les pressions d'un fluide, c'est quelque chose qui est physiquement abouti. Il y a peu de variations, il y a assez peu d'installateurs, enfin de constructeurs, pardon, qui vont vous dire: «Moi, j'ai ma machine, elle fait un COP de 10». Ah ouais, pas possible. Aujourd'hui, on a des machines qui ont à peu près toujours la même efficacité. Par contre, on a des machines qui ont peut-être, au niveau régulation, des avantages par rapport à d'autres. Je ne vais pas citer de marque, hein, parce qu'on est sur un ouais, podcast. ouais, ouais. La seule marque que j'utilise, c'est Hornbar, mais ils font pas de la PAC, donc c'est bon. Mais il y a certaines machines, certains constructeurs qui ont une meilleure, on va dire, un meilleur fonctionnement avec certains panneaux solaires, avec certains onduleurs de panneaux solaires. On a certaines régulations qui sont capables d'intégrer ça et puis de permettre de moduler la machine en fonction de la production qu'on a sur le toit. On a, certaines machines qui sont plus réputées pour la géothermie, qui sont des constructeurs qui font de la géothermie par rapport à d'autres qui 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 en géothermie, ben, en aérothermie sont moins, on va dire moins performants parce que c'est pas leur cheval de bataille, c'est pas leur créneau. On a des pompes à chaleur qui sont, extrêmement silencieuses, et qui sont réputées pour être tout spécialement silencieuses. On a des constructeurs qui ne font que de la PAC par rapport à des constructeurs qui font de la PAC, de la chaudière, et cetera. Donc finalement, voilà, en donnant ces indications, dans ma tête, je pense à des marques bien particulières. Je pense que les aficionados de la pompe à chaleur se diront: «Ah ouais, ils pensent à puis là et puis ils pensent à ça». En gros, le marché, il est multiple. Hem, le choix, il est en fonction du critère qu'on se fixe. Qu'est-ce que je veux? Je veux de Mmh. la géothermie, ben, OK, ben, peut-être que je pars là-dessus. Puis finalement, il y a aussi la question du budget. Oui. Il y a des machines qui sont plus chères que d'autres, Mmh. clairement. OK. Donc vraiment au feeling, une fois qu'on a validé tous les critères, numéro 1, quoi. Je pense, ouais, ouais. OK. Après, c'est dans les accompagnements pompe à chaleur, c'est des discussions qui peuvent être, on va dire, être faites de manière plus sereine, et où on peut discuter un peu plus ouvertement. C'est souvent des discussions qui se font par téléphone, mais c'est aussi au client à dire finalement qu'est-ce qu'il attend et quel est
quelles sont ses exigences en Mmh. termes d'installation. OK. Maintenant, une fois que j'ai choisi mon installateur, on va passer à l'installation. Qu'est-ce que, quelles sont les erreurs les plus courantes que tu as pu voir où, moi, en tant que particulière, je pourrais me dire: «Ah, là, il y a un problème, ça va pas aller». Les trucs faciles à détecter, en fait, pour voir un petit peu, bah, quel est le sérieux de l'installateur et puis si là, il va pas faire une petite bêtise, quoi. Une des premières erreurs qui peut être faite, mais c'est une erreur qui finalement, plus stratégique qu'autre chose, c'est l'emplacement. Ça va être de te dire: «Ben, en fait, je la mets là parce qu'en fait, je veux pas voir ce machin à côté de mon entrée». Ce qui aurait peut-être été la meilleure des solutions, techniquement, mais je la veux pas parce que je trouve qu'elle est pas belle, puis je trouve que ça m'embête, ce machin ici et je la mets, là où j'ai voulu la mettre et au fait, au final, on se rend compte que peut-être qu'acoustiquement, ça aurait quand même été mieux ailleurs et qu'on doit quand même toujours réfléchir à et c'est aussi ce que demande typiquement le cercle de bruit quand on remplit ce document, c'est une mesure de précaution de se dire: «Est-ce que je peux éventuellement poser ma machine dans un autre endroit qui serait finalement favorable pour tous?» Ça peut être une première erreur. Une autre erreur qui ne doit pas arriver, parce qu'aujourd'hui on est sur, des nouvelles générations de pompes à chaleur, avec un fluide, avec un nouveau fluide, finalement qui se retrouve être un très ancien fluide utilisé au départ dans les pompes à chaleur, mais qui revient à la mode. C'est ce qu'on appelle le R290. Il a un autre petit nom qui est plus connu, c'est le propane. Parce qu'en fait, on a un circuit et on a du propane qui circule dans ce circuit. Et bah, le propane, j'apprends rien à personne, ça brûle, ça pète, ça explose. Euh, Ce propane, il ne va bien sûr pas exploser puisqu'il est dans un circuit fermé. Mais pour s'assurer que les choses soient faites correctement, on doit poser cette pompe à chaleur dans un endroit où on va être sûr que même s'il y a par hasard une fuite, qui normalement ne doit pas arriver, euh, ce fluide, ce propane ne puisse pas, par exemple, entrer dans un seau de loup ou entrer par une fenêtre ou se stocker au fond d'une cave. Donc on doit positionner, notre pompe à chaleur avec une zone de sécurité autour dans lequel on n'aura aucune ouverture. On n'aura, pas une porte qui s'ouvre à côté, on n'a pas un seau de loup qui va rentrer, on va pas y avoir une fenêtre ou par exemple un interrupteur électrique. Donc ça, c'est une des erreurs, qu'on pourrait voir et qu'on voit malheureusement aujourd'hui parce qu'on est un peu au début de ces installations et les installateurs ainsi que les fournisseurs doivent, avoir un accent particulier là-dessus, pour que ce soit fait juste. Encore une fois, ça c'est pas dangereux en soi, mais c'est des mesures de sécurité. Des mesures de sécurité qu'on doit avoir parce que en fait, il faut toujours imaginer le pire, hein. C'est comme le métier d'assureur, il faut toujours imaginer le pire et autant, se protéger un tout petit peu plus en choisissant directement un bon endroit où même si le circuit doit fuir, ben il se passera rien. Mmh. Voilà, et au moins on est tranquille. Donc ça, c'est deux erreurs qui peuvent être faites par rapport au positionnement. D'autres erreurs qui sont aussi, malheureusement et qui peuvent porter à conséquence, ça va être des erreurs de dimensionnement. C'est-à-dire, en gros, l'installateur, le chauffagiste, au départ, bah, il doit, partir en principe d'une consommation existante. On va dans la maison, on regarde, on dit: «Ah, moi j'ai une chaudière à gaz ou une chaudière à mazout». Bon, ben, je prends le nombre de litres de mazout, je prends les mètres cubes de gaz et ça me donne sur une année une consommation. Cette consommation, ben, je vais pouvoir, à partir de là, extrapoler une puissance de machine. Hem, Ça doit être fait juste parce que si on a une machine qu'on dira sous-dimensionnée, c'est-à-dire vous avez besoin pour chauffer votre maison de 10 kilowatts de puissance, puis vous mettez, je ne sais pas quelle raison, vous mettez une 6 kilowatts. Ben, entre 6 et 10, il va manquer 4 kilowatts. 4 kilowatts, la machine, elle va pas pouvoir les donner. Donc quand il fera froid, peut-être même pas forcément très froid, mais juste froid, ben, la machine, elle va ramer, elle sera là, et puis il fera froid dans la maison. Il fera pas suffisamment chaud. Et le risque de tout ça, c'est qu'en fait, on a
la résistance électrique de secours de la machine qui va s'enclencher et qui, du coup, va vous chauffer votre maison à l'électrique. Ça, c'est interdit. Ça doit être correctement dimensionné. L'autre erreur qu'on voit peut-être plus fréquemment, aussi par méconnaissance et par manque de subtilité, encore une fois, sera de surdimensionner. C'est-à-dire, encore une fois, vous avez besoin de 10 kilowatts. Ben, ouais, allez, on se met une petite marge, hein. Je vais mettre la 16. C'est bien, parce qu'au moins, comme ça, ben, je suis sûr que j'ai assez de puissance, puis que ça ne tournera jamais à l'électrique. C'est le réflexe des chaudières, des chaudières autrefois, où finalement, vous aviez 3 tailles de chaudières. Mm. Puis, vous êtes quelque part au milieu, ben, prenez celle d'au-dessus, puis ça chauffe. Surdimensionnement d'une pompe à chaleur, ça fonctionnera pas bien. Ça veut dire que votre machine, elle va faire des enclenchements et des arrêts, des enclenchements et des arrêts. D'où notre vérification qu'on fait au moment du contrôle Pack System Module sur place. On va vérifier ces enclenchements. Ça nous donne une indication de ah bah tiens, elle redémarre tout le temps. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle fait des cycles aussi courts que ça? Donc, c'est des machines qui d'abord coûtent un peu plus cher parce qu'elles sont plus grosses en termes de puissance, ont besoin souvent d'admission électrique plus importante, démarrage aussi plus fort, consommation électrique plus puissante, et puis des machines qui vont mal vieillir. Et nous, ce qu'on recommande au GSP, c'est en fait un dimensionnement avec une certaine réserve. C'est-à-dire, dans mon exemple de 10 kilowatts, c'est les besoins. Comme c'est des besoins et puis que finalement, cette consommation, elle représente une habitude. C'est-à-dire que peut-être que le propriétaire actuellement, c'est un écolo bobo et puis il chauffe à 18,5 tout l'hiver et puis il s'habille avec 2 pulls en laine. Mais peut-être que le prochain propriétaire, lui, il veut du 21. Donc si vous mettez 10,00, la machine, elle va être à raclette. C'est un dimensionnement raclette. Et ça, c'est pas idéal non plus. Donc on va dire, ben, on se prend une petite marge. Euh, c'est tout ce travail qui est fait dans nos formations, on explique d'expliquer quelle marge on va rajouter, mais on ne va pas rentrer dans du surdimensionnement. Mm. On va dimensionner avec une certaine réserve, ce qui permettra à la machine d'éviter de tourner tout le temps à 100% de ses besoins. Ça va leur permettre de baisser un tout petit peu son régime de fonctionnement, donc de ménager un peu le compresseur aussi, et de ménager l'acoustique aussi, de faire des machines qui tournent un peu moins vite, donc un peu plus lentement, donc un peu moins fort, un peu moins bruyamment. Et c'est des machines qui vivent mieux. Donc ça, c'est vraiment la deuxième erreur qui est au niveau du dimensionnement. Euh, pour moi, je rajouterais encore une troisième erreur qui est plus aspect constructif. C'est en fait de négliger l'isolation des conduites à l'intérieur du local technique. Il y a pas mal de fois où on arrive et puis finalement c'est fait, mais pas très bien fait, ou voire même pas du tout fait. Et puis c'est le client qui est allé justement en petit magasin dont je parlais avant, acheter 3 bouts d'isolant et puis faire ça lui-même. Voire même, il y a des gens qui disent ah non, mais moi j'aimerais bien ne pas isoler parce que j'ai l'habitude de sécher Mm. mon linge dans la chaufferie. Parce qu'avant, il y a une chaufferie, ça a une combustion, ça chauffe, il fait chaud. On met son linge avec ses petites pincettes sur ses cordes à linge, puis ça sèche tout seul. C'est cool, c'est pratique. Mais c'est vrai qu'une pompe à chaleur, le Elle cal est pas technique, faite pour il ça. n'est pas fait pour ça. Ah. Et là aussi, il y a des règles. Là aussi, il y a des lois cantonales qui sont même à peu près partout, dans tous les cantons pareils, où on dit, ben non, un local technique, les conduites doivent être isolées. On doit en fait réserver l'énergie que produit le producteur de chaleur à l'endroit où on veut distribuer la chaleur, c'est-à-dire dans les pièces où on vit, l'appartement, la maison, mais pas dans le local technique, dans la chaufferie. Mm. Voilà. Donc c'est des choses auxquelles on discute hein, aussi avec le canton, où on a régulièrement des contacts, peut-être une fois par année, où on fait un point avec le label qualité, et puis on fait des retours, et les cantons aussi mettent l'accent là-dessus, parce que nous, on leur dit, bah voilà, nous, sur tel canton, on voit que l'isolation, c'est pas toujours ça, quoi. Et du coup, il y a une collaboration avec les cantons pour pousser en avant cette qualité, parce que c'est le colibri avec la goutte d'eau, hein. Ça va pas changer grand-chose fondamentalement sur l'installation de Monsieur Bolomès si ses conduites sont pas isolées. Mais si toutes les installations de Suisse sont isolées, là, on fait la différence. Bien sûr, ouais. Écoute, on arrive à la fin de ce podcast.
Est-ce que tu as des choses à rajouter pour accompagner les gens qui sont en projet plus ou moins lointain? Alors, moi, j'ai envie de dire, il faut nous utiliser, GSP, c'est-à-dire, faut pas hésiter. On a une antenne d'information, on a une boîte mail, on a un site internet, pac.ch, PAC comme pompe à chaleur, qui est assez bien fait, je crois, avec des explications assez vulgarisées. Et puis on répond quand même beaucoup au téléphone. Donc, il y a des questions, il y a des choses qui sont pas claires. Appelez-nous. Moi, des fois, je dis ça même à des chauffagistes qui viennent me poser des questions et à qui je donne des réponses. Puis ils me disent, ouais, ben, je suis d'accord avec toi, t'as raison, mais mon client, je suis pas sûr qu'il me croie. Je dis, ben, dis-lui d'appeler le GSP. Mmh. Parce que nous, moi, j'ai rien à vendre. Mmh. Je vends rien, je vends du rêve. Je vends de l'installation bien faite, mais c'est pas moi qui la vends, c'est pas moi qui récolte l'argent. Moi, je ne fais que mettre en avant la qualité des installations de pompe à chaleur, la qualité du travail qui est fait par les artisans qui font de la pompe à chaleur. Et je pense que tu l'as remarqué dans cette heure qu'on a passée ensemble, j'ai pas trop ma langue dans ma poche, donc je dirais clairement aux gens, oui, vous pouvez y aller, ou bien non, n'y allez pas, il y a un problème. Merci pour cet échange, c'était vraiment cool. J'ai 5 dernières petites questions, c'est un peu la signature du podcast. Mais oui, Heu, alors, je vais te donner 5 phrases, début de phrase et ouais, puis, tu me les complètes, OK? ok, on va tâcher de relever le défi. La chose la plus importante à savoir avant d'installer une PAC, c'est? Alors, je pense que la chose la plus importante, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est d'identifier les besoins du bâtiment. Donc Mmh, d'être sûr d'installer la bonne machine. OK. Parce qu'une fois qu'on l'a installée, Oui, surtout quand on a mis, 45 ou 50 000 francs sur la table. ça fait mal de réaliser qu'on a surdimensionné ou sous-dimensionné. Donc c'est identifier les besoins du bâtiment en termes de puissance. Et ça rebondit bien sur ce que tu viens de dire. Mhm, N'hésitez pas à appeler le GSP, du coup. exactement. Les gens me demandent toujours si une PAC. Ah, allez, en rigolant, ça va me réveiller pendant ma nuit, pendant mon sommeil. Non, il y a des fois des questions comme ça assez drôles où les gens Ils ont peur du bruit, ils ont ouais, peur ils ont de. l'impression que c'est des. En fait, ils ont l'impression que c'est des avions en réaction qui décollent. Et de temps en temps, justement, de temps en temps, avec certains services industriels, on fait des visites d'installation. Ouais. Et du coup, on va, les gens sont là, il y a une Pacaro qui est dehors, et puis les gens, ils sont là, puis ils disent, bon, ben, elle démarre quand? Et en fait, elle a déjà démarré. Mmh. Bon, ça a démarré parce qu'on sent l'air qui souffle, Mmh. mais comme ils sont à 1,50 m, ils ne sentent pas l'air. Ils disent, ah, mais là, elle fonctionne. Ah bon, ah, on n'entend rien, c'est Mmh. incroyable. Donc, oui, C'est ouais. toujours le même genre de réaction, en fait, quand, ils sont devant les pompes à chaleur, c'est: «Ah oui, mais on n'entend pas, en fait». Oui. Bon, après, les pompes à chaleur d'avant, de temps en temps, c'est vrai qu'elles Alors, faisaient du bruit, mais. effectivement, c'est vrai que la génération d'avant faisait beaucoup plus de bruit. Mmh. Et puis, si on veut faire du bruit avec une pompe à chaleur, ben, il suffit de mal l'installer, et Tout puis à on fait. fera du bruit. Mal la Voilà. dimensionner, Mal mal, la dimensionner, la poser dans un endroit complètement débile, et puis elle fera du bruit. mmh. Pas de souci. On a malheureusement des cas comme ça. Alors, l'erreur la plus courante que je vois dans un projet PAC, c'est? Je crois que tu en as déjà parlé. Ouais, c'est l'isolation. Ouais. C'est l'isolation, clairement. Donc on isole sa chaufferie. C'est vrai qu'on bah, en fait, avant, on n'avait pas trop ce réflexe du tout Non, en tant que non. avec des chaudières et c'était dommage parce que finalement, on perdait de l'énergie, quoi. Oui, mais je crois qu'on était vraiment. On a un momentum, on a un paradigme qui change, en fait. C'est qu'on se rend compte que l'énergie, comme l'eau, comme pas mal de choses sur cette planète, c'est précieux. Mmh. Tout à fait. Surtout qu'on. Ouais, l'énergie, on la crée pas, on fait que la transformer. Donc, Ouais. si on peut éviter de la flinguer Gaspiller, comme ça, ouais. de la gaspiller, c'est quand même mieux. L'idée reçue qui te fait le plus rire quand tu entends parler de Pâques, c'est quoi? Il y a plusieurs choses qui me viennent en tête, hein, mais c'est que il y a des gens qui vont me dire: «Ouais, de toute façon, c'est un radiateur électrique, ça fonctionne pas. Mmh. C'est juste un radiateur électrique déguisé». Il y a même des fois des gens qui me diront: «Ouais, mais de toute façon, en fait,
machin, c'est ultra carboné parce qu'en fait, on achète de l'électricité en Allemagne. Depuis qu'il y a eu Fukushima, ils ont fermé leur centrale nucléaire. Donc, en fait, on produit de l'électricité au charbon. Donc, en fait, tu grilles du charbon, tu consommes de l'électricité carbonée. Ouais. En fait, pour ça, encore une fois, il faut, faut regarder des bonnes installations. Et quand on voit des bonnes installations, on calcule finalement qu'est-ce qu'on consomme vraiment en termes de coefficient de performance annuel. Mm. Et puis on se rend compte que dans tous les cas, même dans la pire des situations où on consommerait le plus grand nombre de kilowattheures électriques issus de nos pays voisins qui seraient carbonés, donc pas tellement du nucléaire français, mais plutôt de l'allemand, Mm. avec un coefficient de performance, on divise par 3 notre consommation, donc on prend qu'un tiers qu'un tiers ou qu'un quart dans la consommation électrique, on est meilleur, même si on compte les grammes de CO2 qui sont générés par cette électricité. Et enfin, la phrase qui t'énerve le plus dans le cadre de tes activités, c'est Ah, je leur fais une piqûre de rappel à nos chères communes et à mes chers cantons. Nos chers cantons, c'est la lourdeur administrative aujourd'hui. Je pense que j'entends beaucoup de gens, que ce soit des installateurs qui me disent ouais, ben, on passe notre journée à faire des demandes d'autorisation et des compléments et chaque canton qui, lui, il demande ça, l'autre, il demande ça, machin, il demande ça. Donc, c'est jamais pareil. C'est compliqué. mm, Donc, ça se plaint de ce côté-là. Puis, ça se plaint aussi du côté client qui se disent mais finalement, on reçoit une subvention, mais on doit payer ça, des émoluments, des frais, une mise en enquête. Ça coûte. Et puis finalement, bonne partie de la subvention, si c'est une petite subvention, dans certains cantons, c'est pas non plus énorme. des milliers de francs, bah, elle part là-dedans. Et puis les gens, ils se disent, mais finalement, moi, je fais l'effort d'installer une pompe à chaleur, ça coûtera plus cher qu'une installation fossile. Il faut en être conscient. On le fait par conscience écologique, par volonté de faire quelque chose pour décarboner euh, notre production énergétique, mais on a l'impression qu'on n'est pas encouragé. Puis il y a un côté malheureusement schizophrénique hein, entre ce qu'on dit qu'on doit faire et ce qu'on fait. Il y a deux niveaux de langage. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit vraiment corriger ça. Et ça, c'est plutôt vraiment un message politique que le GSP essaye aussi de porter auprès des autorités en disant soyons cohérents. On veut assainir, on a énormément de bâtiments à assainir, on veut décarboner, donnons-nous les moyens de le faire. Écoute, je trouve que comme mot de la fin, on ne pouvait pas faire mieux. J'espère qu'ils nous entendront. Ben, j'espère qu'ils écouteront ce podcast. En tout Voilà. cas, Et puis, on fera en sorte qu'ils l'écoutent. tout à fait. Et en tout cas, je te remercie énormément. C'était une super conversation pour notre premier épisode. Vraiment, c'était top. Ouais, merci J'espère beaucoup, que... c'était un super plaisir Ok, de pouvoir échanger ensemble. génial. Et puis, j'espère que du coup, nos auditeurs prendront autant de plaisir qu'on a eu d'animer ce premier épisode. Merci beaucoup, Philippe. À bientôt. Merci Justine.